À la capsule UMCS aujourd'hui, ça risque d'être très intéressant de jaser d'un cours de philosophie sur les médias. On jase avec Alain Deneau. Bonjour. Bonjour. Je dis que ça va être intéressant parce que c'est différent un peu des autres cours où on fait que présenter les grands philosophes. C'était ça le but, finalement. Je donne un cours intitulé « Initiation à la philosophie », puis j'ai voulu éviter de faire ce que j'appelle le musée Grévin des philosophes, là, c'est-à-dire passer en revue les grandes figures. Vous savez, Socrate, Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, ensuite on arrive à Descartes, Spinoza, pas très loin, Hegel, et je l'ai fait quelques fois, puis les étudiantes retiennent peu de ces systèmes qui semblent vite abstraits, de peu de portée quand justement on ne les ancre pas dans une problématique vive. Et ce que j'ai plutôt cherché à faire ces dernières années lorsque j'ai à donner ce cours-là, c'est en fait d'élire un thème, de choisir une question transversale à la philosophie et de voir comment différents philosophes l'ont abordé. Et cette année, le thème choisi est celui des médias. Qu'est-ce que les philosophes, dans l'histoire, ont dit des médias? Exactement. Puis là, je vois que vous avez même amené un livre qui a venu un peu être l'élément déclencheur ou comme nous vous inspirer. C'est que dans un cours antérieur que j'ai donné la session précédente, en éthique cette fois, j'avais étudié avec ma classe un livre de Fabien Lebrun, On achève bien les enfants, sur l'aliénation des adolescents et des enfants, des très jeunes enfants, dans l'univers numérique. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'univers numérique rend addictif, déprime les enfants, les enfonce dans une sorte de détresse, les angoisse, les rend aussi malades du point de vue de leur alimentation, de leur posture, de leurs yeux. Okay. C'est un cours sur la destruction de l'enfance par les médias informatiques. C'est un livre qui nous a beaucoup émus dans la classe et j'ai voulu en fait, partir de ce livre-là pour demander aux étudiants si c'est pas ça un média, qu'est-ce que ça peut être? Comment on peut penser un bon média, ou en tout cas, comment on peut analyser les médias. Et là, j'ai pris le média au sens très large. Je me suis référé à un philosophe canadien qui s'appelle Marshall McLuhan, qui vient d'Edmonton, et qu'on citait beaucoup plus à la fin du 20e siècle. Okay. Et lui, il s'est intéressé c'est à lui qu'on doit la fameuse expression « le média, c'est le message »,« the medium message ». Okay. Et en fait, lui, premièrement, il prend le média au sens très large, au sens où l'hôtel religieux est un média, la salle de concert est un média, la radio, évidemment, mais aussi la grande assemblée politique, ainsi de suite. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment une structure médiatique, un dispositif médiatique affecte une communication et la pensée. Okay. On ne pense pas de la même façon. Si on dit une chose à l'identique, les mêmes mots, les mêmes structures de phrases, les mêmes arguments sur un hôtel religieux, à la radio dans une émission du samedi matin ou à la taverne, l'écoute n'est pas la même, la résonance n'est pas la même. Et ce qui l'intéresse, c'est comment un média affecte, au fond, la portée d'un discours et la qualité d'une réflexion. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des Grecs, pour qui le livre est un média. Et comme Platon, par exemple, le fameux philosophe grec là, de l'Antiquité, était contre le livre, parce que le livre nuisait à la mémoire. Si vous pouviez consigner dans un livre des informations, vous cessiez de les entretenir d'une manière vive et de pouvoir en parler de manière spontanée. Et le livre aussi il était trop démocratique, il circulait trop, on ne savait pas entre quelles mains il passait. Aristote, lui, s'intéressait au théâtre. Le théâtre est un média particulier. Qu'est-ce qu'il fait? Il génère des passions pour, en quelque sorte, faire voir ce qu'on éprouve, pour nous rendre conscients des affects qui nous émeuvent et nous transportent. Et ainsi de suite. Là, on a lu un des premiers grands théologiens, le Tertullien, qui s'intéressait au spectacle. Lui, il opposait l'hôtel religieux au cirque, aux cérémonies funéraires païennes, à différentes fêtes païennes, quand il fallait pour l'Église séduire. Et puis, il montre comment, au fond, le média du religieux, nous met en relation avec une transcendance, avec des grands principes, ainsi de suite. Donc, on s'est intéressé comme ça aux médias. Mais vous avez vu une grosse évolution aussi, quand on passe au début que le livre n'était pas accepté de tous à aujourd'hui. Si les concerts sont des médias, j'imagine que Taylor Swift est extrêmement populaire, tu sais, ce genre de choses-là, là.
Oui, il y a effectivement une grande différence dans la perception des médias et on se rend Ouais. compte au fond que les médias dans l'histoire ont toujours été en quelque sorte en opposition les uns avec les autres et ont existé les uns par rapport aux autres. Par exemple, là, on va étudier cette semaine le livre de Doris Louise Hainaut, L'inconscient qu'on affiche. C'est une psychanalyste qui s'est intéressée à l'impact de l'affiche publicitaire sur nos esprits. Et il montre comment l'affiche publicitaire a eu à rivaliser après la Deuxième Guerre mondiale avec la radio. Elle a joué avec les signes, avec le lettrage, en confondant le lettrage et l'illustration, de sorte que la lettre finit par devenir un personnage, la photo finit par devenir une lettre. Bon, et comment on finit par jouer comme ça avec le lettrage, l'imagerie, les symboles, les mots, pour faire quoi? Donc, qu'est-ce que c'est que le média de la publicité iconographique? C'est déjouer les défenses de l'inconscient. L'inconscient et puis la psyché, hein, le système conscient aussi, un sujet, une personne là, qui marche dans la rue comme ça, va avoir tendance, parce qu'elle est une personne qui est plutôt raisonnable, plutôt conscient de ses intérêts, de ses besoins, de ses problèmes, va plutôt tendance à dire non à des propositions qui ne lui conviennent pas. Et donc la publicité, elle vise à déjouer les mécanismes de défense d'un sujet pour qu'il dise oui à ce dont il dirait non normalement. Ouais. Donc, je t'offre quelque chose qui te coûte cher. Normalement, si je te proposais ça noir sur blanc sur une feuille où il y a seulement des arguments puis des points, tu finirais par dire non, ça coûte cher, j'en ai pas besoin. Mais moi, publicitaire, je connais des tactiques et techniques de séduction pour parvenir à contourner ce mécanisme de défense qu'il tient et te faire avaliser, au fond, des choses que, normalement, tu refuserais. Ben, dans le fond, on est entouré de beaucoup de sortes de médias différents à tous les jours de notre vie, presque à chaque instant. Puis, avec la question que vous aviez dans le cours, comment faire un bon médias. Avez-vous trouvé une réponse à cette question-là? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question-là? La question est moins de classer les bons et les mauvais médias comme si c'était du cholestérol, là, que d'essayer de développer en soi une sensibilité aux médias. Puis là, ce que je vous dis, là, je vous le dis à la radio. Ouais. Si je vous le disais à table, en soirée, en famille, avec des verres de vin, ça résonnerait autrement. Si je vous le disais dans un procès juridique, ça résonnerait autrement. Et là, il faut être conscient simplement du fait que la radio, par exemple, pour Marshall McLuhan, c'est un média froid qui insiste beaucoup sur un sens, l'ouïe. Oui. Et parce qu'il insiste seulement sur un sens, il demande plus d'investissement de la part du récepteur parce qu'il n'y a pas l'image, il n'y a pas toute une série de symboles qui accompagnent, qui soutiennent l'écoute. Et du coup, ça suppose une concentration plus grande et un approfondissement plus grand. Si on était filmé, par exemple, l'attention de l'auditeur qui deviendrait un spectateur serait diffuse. Donc là, ça encourage peut-être un rapport à l'intimité, à la réflexion, au retour à soi, parce qu'on a moins avec l'image. Donc déjà, on voit comment un média mérite d'être étudié et compris si on ne veut pas être dominé par lui. Absolument. Donc, si on pouvait résumer ce qu'on veut que les gens gardent en tête avec toute cette jasette-là, c'est d'être conscient de tout ce qui nous entoure, de quelle façon on reçoit les messages. Et on doit évidemment, et ça c'est là où moi je milite pour le livre, c'est-à-dire que c'est en lisant. Georg Simmel nous montre par exemple comment l'argent est un média qui nous fait faire l'économie d'un grand nombre d'opérations mentales. Ça va vite l'argent. Bon, comment Walter Benjamin a étudié la façon dont notre rapport aux médias a changé à partir du moment où il y a eu de la reproduction. Quand vous pouvez reproduire une affiche d'un tableau qui jadis ne pouvait être vu que dans tel musée, c'est le tableau lui-même qui perd en valeur. Ouais. Parce que vous pouvez avoir un tableau de Picasso sur une tasse, sur une brosse à dents, sur une casquette, sur un chandail, et là, tout perd en signification. Donc, il y a lieu aussi par rapport au théâtre sportif de masse, de penser comment un stade, un billet de banque, les ondes radiophoniques, l'Assemblée parlementaire sont autant de médias qui ont une influence sur notre façon d'entendre. Entendre, ça veut dire l'entendement, c'est de réfléchir, puis notre façon, après, d'agir, de se comporter, puis de penser. C'est fondamental.
Wow. Ben écoutez, très intéressant comme sujet de chronique radio aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Merci. Alain Deneau. Merci. Toujours un plaisir.